Chers amis du cercle Aristote, bonjour. Comme vous le voyez derrière moi, c'est la fin d'une époque. C'est le c'est en tout cas, c'est la fin de cette époque mise à disposition de mes locaux pour ce studio. Donc, je dis ça pour ceux qui, vont illustrer leur capacité visuelle en disant que la bibliothèque a disparu. Bravo, hein, votre opticien est fier de vous. Et c'est pas non plus la peine d'en gloser pendant 3 plombes sous cette vidéo, dont le sujet est plus intéressant que le changement de local, que vous verrez dès les prochaines vidéos, vu que c'est la dernière que j'enregistre ici. Donc et pour cette dernière, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un pour ceux qui n'auraient pas le bonheur de l'avoir déjà entendu, que ce soit entre autres chez, notre ami Élise Blaise. Je vous présente le général Henri Roure. Général, bonjour. Bonjour, monsieur Rougeron. Alors, vous avez signé chez Sigest un ouvrage, Dieu n'a pas béni l'Amérique, hein. Évidemment, clin d'œil au God We Trust, mais dans lequel vous faites état des mauvaises manières de la fin, de l'Empire. Je voulais savoir, avant tout, si vous voulez, qu'on s'entende bien sur les termes. Pour vous, pourquoi, y a-t-il un empire américain? Et 2, comment évaluez-vous que cet empire soit en déclin et si oui, déclin relatif ou déclin absolu? Alors bon, c'est vrai que nous avons affaire non pas à un empire, mais plutôt à une hégémonie, hein. Cela fait, pratiquement un siècle que les États-Unis, jouent, sur la planète à, tenter plutôt de dominer. Pourquoi? Mais il faudrait remonter assez loin, hein, pratiquement à l'origine de ce pays avec, les Pilgrim Fathers qui se sont installés dans 13 colonies sur, l'Est américain et qui ont eu d'emblée, un orgueil démesuré, considérant qu'ils étaient, bénis de Dieu, qu'ils étaient le second peuple élu, le premier étant évidemment le peuple hébreu et eux le second, et donc ils avaient pour mission d'apporter, la bonne parole, la parole états-unienne un peu partout. Alors cette espèce de complexe de supériorité, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, a poursuivi, le peuplement des États-Unis, pendant jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à maintenant. Cette, communauté initiale, s'est constituée, est devenue, ce que l'on a appelé les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, évidemment. Et puis, ces gens-là qui avaient, organisé, leur société, de manière racialisée, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fallait être anglo-saxon, il fallait être d'origine ou hollandaise ou britannique, et protestant. On considérait toutes les autres populations qui inévitablement ont été attirées par ces nouvelles terres découvertes, comme inférieur. Ça a été le massacre des Indiens, d'abord, évidemment, puis ça a été, cette espèce de supériorité exprimée à l'égard des catholiques qui sont venus s'installer, notamment les Irlandais, puis après, beaucoup plus tard, ce sera les gens venus d'Amérique latine, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les Chicanos, et on aura eu une juxtaposition de communautés. Alors quand vous avez des communautés, inévitablement, vous avez une hiérarchisation, et la domination des anglo-saxons s'est confirmée. Alors elle s'est confirmée évidemment dans le pays, mais elle s'est également confirmée au fur et à mesure que ce pays grandissait vis-à-vis de l'extérieur. Ça a été d'abord, vous le savez, la doctrine de Monroe, hein, le 5e président des États-Unis, qui a été confirmée au début du XXe siècle par Theodore Roosevelt, et ça a été le corollaire de la doctrine de Monroe, qui disait à peu près ça. Nous ne pouvons pas, compte tenu de notre puissance, vous vous rendez compte, au début du XXe siècle, hein, alors que les États-Unis n'étaient pas encore reconnus comme une grande puissance,
ou en tout cas une puissance majeure, compte tenu de notre puissance, nous serons amenés à intervenir un peu partout dans le monde. Et ils ont déjà essayé, alors, lors de la Première Guerre mondiale, contrairement à ce que l'on dit, ils ne sont pas intervenus en 1917, mais en 1918. Hein. Ils ont, bon, ils ont perdu relativement peu d'hommes au regard de la, comment dire, de l'hécatombe pour les autres puissances, hein, les Allemands, les Britanniques, les Italiens et les Français, hein, et les Français notamment qui ont gagné cette guerre. Ils ont perdu 100 000 hommes, dont 50 000 par maladie. Mais malgré tout, ils ont voulu, c'était Wilson à l'époque qui était président des États-Unis, ils ont voulu imposer leur façon de voir. Et c'est là qu'on a pu déceler cette ambition qui ne cessera pendant tout un siècle d'imposer une loi au monde. Wilson a fait une proposition, enfin lui et son équipe, hein, en 8 points. Et dans cette proposition de traité de paix, en fait, hein, il n'y avait même pas la récupération de l'Alsace et la Lorraine, enfin de l'Alsace et du département de la Moselle par la France. Alsace-Lorraine, c'était l'appellation allemande. Hein. Euh, donc vous vous rendez compte, c'était quelque chose euh, d'incroyable pour les Français. Heureusement, Clémenceau a balayé tout ça, parce que la France, à l'époque, était la puissance victorieuse et elle était la grande puissance du moment. Donc on passe sur les années jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ce pays s'est enrichi, s'est industrialisé, etc., etc. Et on en arrive à la Seconde Guerre mondiale, où là, évidemment, avec cette catastrophe qui s'est produite essentiellement en Europe, mais également en Asie et un peu partout dans le monde, l'Afrique n'a pas été à l'écart, hein, l'Asie non plus. Les États-Unis ont eu comment dire, une possibilité d'accroître considérablement cette puissance exprimée qui était en germe déjà lors de la Première Guerre mondiale. Et ils ont comment dire, la mission qu'ils s'étaient fixée a été facilitée par l'existence du bloc soviétique a écarté un certain nombre de pays, dont la Russie qui était le pays majeur hein, de ce bloc de l'Est avec l'URSS, d'un système qui allait être mis en place et qui reposait à la fois sur la force et sur une monnaie que nous connaissons tous et qui s'appelle le dollar. Et les États-Unis, grâce à ces deux moyens, bon, il y en a bien d'autres bien sûr, mais ce sont les moyens essentiels, ont, ont imposé, imposé quasiment une paix à leur façon. Alors je dis dans ce bouquin que, que les États-Unis ont fait dire, ont fait croire que c'était leur victoire, la victoire de 39-45 sur les forces de l'Axe. C'est en partie vrai, mais c'est globalement faux. Je m'explique. Les États-Unis, grâce à ces moyens, ont pu imposer un certain nombre de règles ou de façons de faire. Le plan Marshall, évidemment, qui était une sorte de colonisation financière de l'Europe. Et puis, ils ont aussi compris très tôt que la politique internationale reposait aussi en partie, et la politique intérieure, hein, mais ce qui nous concerne là, c'est plutôt la politique internationale, sur les médias, sur la propagande, et ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale dans l'actualité, dans la pensée des gens, grâce à Hollywood. Vous savez, on a commémoré le débarquement de Normandie. Évidemment, c'était très impressionnant. Il y a eu le film de Daryl Zanuck hein, euh, sur le jour J, sur le Le D-Day. jour le plus long.
jour le plus long, hein, le jour le plus long. Mais bon, évidemment, c'était fantastiquement monté. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a eu le débarquement de Provence le 15 août 44. Est-ce que les Français s'en souviennent? Pourtant, ils devraient s'en souviennent. Est-ce que la mémoire du peuple français se souvient de ce débarquement? 250 000 Français ont débarqué dans la région de Toulon, hein, globalement. Et c'est l'armée de Lattre, l'armée de Lattre qui était majoritaire dans ce débarquement, avec la marine française qui avait été réorganisée, elle aussi. Et cette armée est remontée tout le long du couloir rhodanien jusqu'à Strasbourg. Simultanément, vous aviez la deuxième DB qui libérait Paris, et qui est arrivée à Berchtesgaden, c'est l'armée française. Donc, je peux ajouter aussi que, vous voyez, Hollywood nous a largement trompés déjà. Mais qui a permis la libération de Rome? Qui a permis la libération de Rome? Donc la libération de toute l'Italie. Certes, les Américains avaient débarqué en Sicile, Patton, hein, etc., et avaient commencé à remonter, mais cette armée américaine était bloquée. Et c'est l'armée française du futur maréchal Juin, qui a fait sauter le verrou sur lequel les Allemands tenaient tout le nord de l'Italie, le verrou du Mont Cassin, de Monte Cassino. C'est notamment la division d'infanterie algérienne du général de Montsabert, c'est les régiments tunisiens, marocains qui ont permis finalement l'avancée des troupes. Donc, je passe là-dessus. L'armée française a considérablement participé à notre libération. Mais de l'autre côté, 24, enfin les chiffres sont parfois contestés, on parle de 22 à 26 millions de morts. C'est quand même l'URSS, c'est quand même la Russie soviétique qui a permis finalement, avec le siège de Stalingrad, d'arrêter l'armée allemande, et c'est elle qui est arrivée en premier à Berlin. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à dire sur cette image que les États-Unis ont propagée. Donc, les États-Unis ont réussi là quelque chose de considérable. J'ajoute que comment dire, pour confirmer cette espèce de domination, ils ont fait péter 2 bombes nucléaires sur le Japon, sur Hiroshima et Nagasaki, alors que c'était totalement inutile. Totalement inutile. L'armée nippone était complètement anéantie. Il n'y avait plus d'aviation, la marine était coulée, et les experts, à ce moment-là, disaient que bon, l'invasion du Japon par débarquement aurait coûté entre 10 000 et 20 000 hommes. C'est peu au regard de tout ce toutes ces morts que l'on avait connues pendant tout le conflit. Et d'autant plus que l'empereur avait entamé des négociations avec, par intermédiaire, hein, d'abord la Russie, puis après le Vatican, puis la Suisse, avait proposé une reddition sans condition, sans condition, sauf la seule condition, c'était que soit conservé le système traditionnel du Japon, c'est-à-dire un empereur, une société telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait, hein, quand MacArthur est arrivé comme proconsul. Il a conservé cette structure du Japon. Mais les États-Unis avaient besoin, pour se positionner, de faire péter 2 bombes nucléaires. 200 000 morts pour rien. Donc, mais évidemment, ça les a positionnés encore de manière encore plus confortable dans le monde. Donc voilà, les États-Unis, c'est ça, c'est une tromperie en fait. C'est une tromperie, mais une tromperie qui a marché. Et aujourd'hui, hein, grâce à ce passé, euh, grâce à ce passé, et puis grâce à ces outils, hein, que sont le dollar, on peut revenir là-dessus, le dollar, et puis une armée qui est pléthorique.
800 bases dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Même les empires britanniques et français n'ont jamais eu autant de bases militaires Ouais, dans bien leur sûr. empire. Hein, dans leur empire. Donc, une possibilité d'intervenir un peu partout. Et puis, le dollar qui est devenu la monnaie de compte après 74, hein, donc lorsque le dollar a été découplé de l'or, est devenu la monnaie de compte. Alors, voilà schématiquement les raisons de l'impérialisme américain. Il y a une volonté philosophique à la base, à l'American Way of Life, qui est considérée par les États-Unis, enfin par la caste dominante des États-Unis, comme la seule façon de bien vivre, et c'est-à-dire se rallier aux principes états-uniens. J'ose pas dire de la démocratie, parce que la démocratie, c'est à mon avis tout autre chose, hein. C'est la volonté du peuple en principe et la direction d'un pays par le peuple. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est une caste qui domine les États-Unis et on pourra peut-être y revenir. Mais le résultat aujourd'hui est là. Alors, si vous voulez, on peut ajouter que ce pays aujourd'hui est je ne peux pas dire il est contesté. Il est contesté dans le monde. Et ça, parce que le monde a réalisé ce que vous appeliez impérialisme et que j'appelle hégémonie. C'est contesté. Il est contesté par les puissances euh, qui se sont constituées depuis avant, mais surtout depuis la fin du bloc soviétique, hein, donc les années 90-91, la chute du mur de Berlin en 89, donc la Russie qui se rapprochait de l'Europe, mais enfin, bon, ça, on pourra en reparler, et ça, les États-Unis n'ont pas pu le supporter, donc affaire ukrainienne, et puis la Chine qui est devenue dans le système ultralibéral qui a été mis en place par les États-Unis, qui est devenu finalement l'atelier. Mais là aussi, c'est l'arroseur arrosé, hein, l'atelier du monde, qui maintenant conçoit, imagine, crée, s'organise et tente d'organiser contre les États-Unis le monde avec la Russie. Donc il y a les BRICS. Donc Brésil, Russie, Inde, Chine et puis d'autres, Afrique du Sud, etc., qui sont en train de monter en puissance et de s'organiser contre la partie contrôlée par les États-Unis. Donc, ils imaginent un monde multilatéral contre l'unilatéralisme voulu par les États-Unis. Alors, ça, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un pays qui est, à mon sens, malade. Alors, vous voyez bien, ne serait-ce qu'en suivant les candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, Trump et Kamala Harris, euh, la violence que l'on peut constater dans ces manifestations et les différences qui sont extrêmement marquées entre les partisans de l'un et les partisans de l'autre. En fait, je crois que cette société états-unienne est fracturée. Elle est fracturée, mais elle subit aussi des dérèglements internes. Vous savez, par exemple, alors ça c'est la faiblesse, l'armée des États-Unis a pris un retard considérable par rapport à d'autres, le système militaro-industriel américain n'a pas tout à fait réussi sa compétition avec d'autres. Les Russes, par exemple, dans pour ce qui concerne les missiles hypersoniques, ont pris une large avance. Les États-Unis n'ont pas été capables de faire. Dans d'autres domaines, par exemple, nous autres Français, nous sommes en excellente position, en tout cas supérieure à eux. Bon, donc du côté militaire, il y a un problème. Il faut savoir aussi que il y a un déficit de 20% du recrutement aux États-Unis.
Et sur les candidats, 50% sont rejetés pour obésité ou incapacité dans les candidats au recrutement. C'est énorme, c'est énorme. Donc l'armée des États-Unis a été obligée de baisser les conditions de recrutement. Ça fait pas De de bons soldats. depuis, si je puis me permettre, général, je parle sous votre contrôle, depuis un long moment. Parce que, rappelez-vous l'affaire d'Abu Ghraïb. L'affaire d'Abu Ghraïb, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'à un moment, comme ils ont ouvert les recrutements aux taulards, enfin aux ex-taulards et aux débiles, parce que si vous voulez, tous ceux qui ont été auditionnés à Abu Ghraïb, ce qui a marqué l'enquête, c'est une déficience mentale, ce qu'on appelait dans le temps des débiles légers. D'où des tortures adolescentes. Je parle d'adolescence au sens strict, hein. C'est un expert militaire russe qui a vu ce mot. Il a dit: «Je ne comprends pas, c'est adolescent de traiter des prisonniers comme ça. Adolescent, c'est de la gaminerie cruelle». Et en réalité, les expertises psychologiques nous ont dit pourquoi. Et jamais on n'aurait dû donner des prisonniers à des gens qui tiennent pas leurs nerfs, mais qui étaient là parce que l'armée américaine a considérablement amoindri le QI minimum. Ils ont fait sauter ce qu'on appelait dans le temps P4 chez nous. Voilà, Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, dans le CIGICOP, vous êtes bien informé, oui, oui, tout à fait. Alors, ça a des conséquences parce que c'est une armée qui a été terriblement marquée par la guerre du Vietnam et qui n'a rien gagné depuis. Vous faites le bilan depuis la Seconde Guerre mondiale, dont je viens de dire qu'elle avait été, passez-moi l'expression, co-gagnée avec d'autres puissances. Mais après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu la Corée. Qu'est-ce qui s'est passé en Corée? Eh ben, c'est une quasi-défaite. mmh, Quasi-défaite, hein, partage du pays. Après, on peut passer au Vietnam. Vietnam, pareil. Quand les États-Unis ont quitté le Vietnam, ça n'a pas été très beau, hein. Ça a été quasiment une débâcle, hein, à Saigon, hein. Euh, Après, on peut sauter. Le raid lorsque l'ambassade des États-Unis en Iran a été cernée, malmenée, hein, le raid en hélicoptère, ça a été un fiasco. Tous les hélicoptères se sont cassés la figure. Qu'est-ce qu'on peut prendre? L'Afghanistan, pareil, comme le Afghanistan, Vietnam. dramatique. Je crois en fait, ils n'ont gagné qu'une guerre, c'est à Grenade. Oui, à Grenade. Voilà, donc c'est un pays qui est surévalué par le monde. Donc je parlais de l'armée. Mais donc là, une armée vous savez, quand vous avez des interventions, parce qu'il y en a des interventions des États-Unis, elles se font toutes avec l'aviation, avec des Bien sûr. bombardements à haute altitude, ce que reproduit d'ailleurs Israël. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Et il n'y a que très rarement des engagements au sol. Et ils créent le chaos. En Irak, en Syrie, c'est le chaos, hein. Bon, on ne peut pas dire que détruire l'Irak ait été une belle chose, hein. On a pu dire que c'était la quatrième armée du monde, mais bon, je ne sais pas quelle était la cinquième et la sixième, mais les États-Unis, là, se sont pas couverts de gloire. Bon, donc l'armée est déficiente, mais c'est la population elle-même qui est déficiente. Vous savez, quand vous avez 50% des jeunes de 18 à 30 ans qui ont consommé de la drogue et qui continuent à en consommer, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Quand vous avez c'est un délabrement social, hein, c'est un délabrement social. Vous avez l'obésité, j'en parlais, mais vous avez aussi la violence. La violence. 13% de la population n'a pas de protection sociale. Euh, Vous avez ces tueries de masse, hein. Chaque année, vous avez plus de 500, on n'en parle pas dans la presse, mais il y a plus de 500 tueries, alors plus ou moins importantes dans ce pays. Vous avez euh, bon, également l'absence de protection sociale, je crois en avoir parlé.
mais il y a aussi la dette. La dette, ça c'est considérable. Vous avez 33 000 milliards de dollars de dette, mais au total, si on ajoute la dette des États fédérés, des collectivités, c'est de l'ordre de 115 000 milliards. Alors, tant que le dollar est une monnaie internationale, ça va, hein. Mais à partir du moment où elle ne sera plus, c'est couru, hein, une monnaie internationale, que va-t-il se passer? Vous savez que actuellement, les BRICS, précisément, sont en train de rechercher d'abord échangent entre eux en monnaie nationale, en yuan, en rouble, etc., etc., que par exemple l'Arabie saoudite en 74 avec le secrétaire d'État au Trésor Simon avait convenu que toutes les ventes de pétrole euh, dans le monde à partir de l'Arabie saoudite se feraient en dollars. Eh bien, l'Arabie saoudite a renoncé à ça, c'est-à-dire, enfin renoncé, euh, peut-être un peu contrainte et peut-être aussi avec un peu d'hostilité à l'égard du protecteur américain. Désormais, l'Arabie saoudite vend son pétrole en yuan, en rouble ou dans toutes les monnaies euh, des pays qui lui achètent du pétrole. Ça, c'est une défaite aussi pour les États-Unis, considérable. Parce que si les bons du Trésor des États-Unis ne se vendent plus à l'étranger, que va-t-il se passer? Il y aura une masse monétaire qui va considérablement augmenter aux États-Unis, avec les conséquences que l'on peut imaginer, inflation et crise économique qui s'exportera. Aujourd'hui, bon, les seuls fidèles des États-Unis, c'est les pays de l'Union européenne, vraiment. C'est les Européens. Ce sont les Justement, Européens. c'est là où, c'est là où nous pouvons en venir. C'est que on a un véritable, si vous voulez, il y a une notion qui est sur laquelle je commence à travailler parce qu'elle est travaillée par la doctrine aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle l'impérialisme d'emprunt. C'est-à-dire, c'est très documenté dans le cadre des élites britanniques, parce que vous avez un vrai affrontement depuis la guerre en Grande-Bretagne, entre ceux on dit: «Bon, l'Amérique», il faut être honnête, hein, aujourd'hui les travaux de l'historiographie ont travaillé, il y a une volonté constante des États-Unis de rabaisser, voire d'écraser. Je rappelle que le dernier plan d'invasion du territoire britannique par l'armée américaine est ébauché en 1927, donc c'est pas si vieux que ça. D'affaiblir l'ancienne colonie et de la mettre dans le rang des vassaux. Bon. Il y a une partie de l'élite britannique qui y participe très lourdement. On a vu le cas récemment avec Anthony Blair, avec Gordon Brown, et aujourd'hui, certainement, avec l'actuel présent. Mais il y a également une partie des Britanniques qui ne voulaient pas avoir justement cet impérialisme de substitution. C'est beaucoup moins documenté dans le cas des autres Européens. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une réaction de suggestion, mais il y a également, je dirais, les aboyeurs d'empire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire des gens qui vivent leur rêve de puissance ou de domination à travers Absolument. à travers le GI. Faut bien avoir les 2 rapports, je Ouais. pense, pour bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a une part de servitude volontaire chez énormément de pays européens. La question, c'est, particulièrement vous, votre expérience de la haute hiérarchie militaire française, comment vous l'analysez vis-à-vis de la France? Parce que des pays comme l'Allemagne soient très contents d'être le flic de quartier des États-Unis, ce qu'ils sont depuis un siècle. Ils ont été sauvés par les plans Dawes et par les plans Young. Ils ont été sauvés par le plan Marshall. Je rappelle que la première condition du plan Marshall, c'est de rien reprocher financièrement à l'Allemagne. Ça blanchit la dette allemande. Or, je comprends tout à fait pourquoi les Allemands font ce qu'ils font. Mais nous, Alors, nous, nous, ça, je pense, le terme que, j'ose pas employer le terme de trahison, pourtant c'est un peu ça. Vous savez, il y a eu chez nous un certain nombre de personnages
qui avait travaillé aux États-Unis et était intime de la finance états-unienne, et qui ont été véritablement convertis. Je pense à Monet, Oui, je évidemment. pense à Schuman, à Pinet, Pinet aussi, qui était quasiment un agent de la Très CIA, juste, très juste. hein. Et ces gens-là ont eu des responsabilités considérables, non seulement en France, mais en Europe. Ils ont été les relais des États-Unis. Et parce qu'ils avaient avec eux, évidemment, la finance états-unienne, mais également, j'y faisais allusion tout à l'heure, les médias, enfin le système de propagande, hein, le système de propagande, ils ont réussi à convertir une élite, enfin, façon de parler, ceux qui voulaient s'investir Une classe dominante. une classe dominante. Oui, je préfère le terme plutôt qu'élite, élite ayant une autre signification. Et puis, appuyant sur ces prémices, il y a eu, de la part des États-Unis, une action totalement délibérée, totalement, heu, bien conçue, avec, les systèmes que vous connaissez, je les énumère, mais, et qui ont rallié cette classe dominante, selon votre expression à laquelle j'adhère. Par exemple, vous avez la trilatérale, vous avez Bilderberg, vous avez Davos, vous avez les Young Leaders, vous avez toutes ces organisations qui, qui ont promu la domination des États-Unis. Et les États-Unis, d'ailleurs, ont vous avez bien évidemment en tête le PNAC, hein, le programme pour un nouveau siècle américain. Hein, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Kagan, il y avait Dick Cheney, Victoria Nuland, hein, déjà dans le lot, tous ces gens-là qui vont faire parler d'eux. Mais et alors, dans ce programme, on disait faut convertir, il faut rallier. Puis il y a la corruption. Et la corruption, elle peut être intellectuelle, bien sûr, mais elle peut être également financière. Quand on aide des gens à obtenir des postes de responsabilité, voilà. Alors c'est ce qui s'est passé en France. Et vous vous rendez compte que l'Europe, vous allez me parler de l'Europe, bien sûr. L'Europe n'est qu'un un moyen de soumettre, de contribuer à soumettre cette classe dominante aux États-Unis, parce que l'Europe, bon, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, c'est une construction entièrement états-unienne, hein. C'est la volonté des États-Unis qui s'est exprimée pour pouvoir plus facilement dominer. C'est l'une Donc, des grandes révolutions ces 20 dernières années, parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, je me rappelle les ennuis qu'a eu le grand Christophe Réveillard, qui est un des grands historiens de ça, avec sa thèse sur la CED. Vous n'aviez pas le droit de le dire. Aujourd'hui, alors, l'historiographie américaine l'a toujours reconnu, elle, puisque l'avantage des Américains, c'est que comme ils dominent, ils ne se cachent pas. Mais aujourd'hui, les eurocrates le reconnaissent et disent, le reconnaissent et le reconnaissent avec plaisir, si vous voulez. C'est l'un des grands changements ces 20 dernières années. absolument. Et comment dire, ce changement, il a été simultané, quasiment, enfin, cette évolution a été quasiment simultanée avec la fin de l'URSS, avec la fin du duopole. Évidemment, les États-Unis se sont retrouvés seuls hyperpuissance et ont pu exprimer totalement leur volonté hégémonique. Et donc, ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Enfin, ils ne se sont plus cachés jusqu'à présent. Mais maintenant, ils sont contestés. On en a parlé il y a quelques instants. Donc, leur rôle aujourd'hui risque, risque de faiblir. Et on voit bien que leur la réussite de leur construction européenne et française, hein, dans le lot. C'est surtout notre pays
qui m'intéresse, hein, bah, elle est peut-être beaucoup moins assurée qu'il y a quelque temps, parce que précisément, euh, on sait maintenant, on sait de plus en plus. Pendant des années, c'était quelques-uns, que vous évoquiez quelques commentateurs, on disait bon, que les États-Unis, c'était un monstre qui dominait l'Union européenne, qu'il avait conçu. Mais maintenant, on le sait de plus en plus. Et toute une partie de la classe qui réfléchit dit ce qui est, mais conteste ce qui est. Hein. Moi, je suis étonné d'ailleurs, enfin étonné, non, je ne suis pas étonné, je suis ravi même, hein, de voir que des peuples se réveillent. Hein. Regardez ce qui se passe en Hongrie, ce qui s'est passé en Autriche récemment, ce qui se passe en Italie. Alors, c'est des frémissements. Hein. Ce Ouais, qui se c'est passe en vraiment France, des frémissements, hein. ce qui se passe en France, hein, bon, c'est Mais des. justement, ça m'amène à ma dernière question. En imaginant qu'il y ait plus que des frémissements, particulièrement en France, le si vous voulez, en admettant, est-ce que, si vous voulez, et là je parle par rapport à votre expérience de la haute hiérarchie militaire, de certains politiques, si vous voulez, l'Amérique va pas disparaître, si vous voulez. Bon, j'aime beaucoup Emmanuel Todd, mais le mot, je souhaite la destruction du potentiel des États-Unis. Si vous voulez, on parle d'un État qui a au minimum 3 000 à 4 000 ogives nucléaires, donc de vouloir les plonger dans la nuit, je suis pas certain que ça nous revienne pas sur les pompes. Si vous voulez, surtout qu'ils vont pas disparaître comme ça. C'est quand même un pays qui a 3 de son PIB en recherche et développement, ça disparaît pas comme ça, comme un bouton électrique. Bon, vous savez aussi bien que moi. La seule chose, ce sera ma dernière question, c'est: est-ce qu'on a parce que si on enlève l'hypothèque américaine, j'ai l'impression qu'une large partie de nos élites et particulièrement de nos élites militaires s'effondrent. Vous leur enlevez l'Amérique, l'OTAN, vous en avez une partie qui savent plus où ils habitent. Donc, c'est peut-être une impression vue du dehors. La seule chose, c'est est-ce qu'on a un plan B? C'est-à-dire, face au tassement de la puissance américaine, est-ce qu'on a un plan B? Alors bon, moi je peux pas vous répondre. Je sais pas si on a un plan B, hein, en revanche, que peut-il se passer? Vous savez, l'histoire, elle se fait finalement, heu, au fil des jours. Il y a des événements que l'on est incapable de prévoir. Ça, c'est l'histoire. En revanche, ce que l'on peut dire, en s'inspirant précisément de l'histoire, précisément du du passé récent, et c'est la France qui m'intéresse, hein, le reste, suivra. Vous savez, c'est une affirmation, un peu audacieuse, mais bon. Regardez la France. Pendant 44 ans, les armées françaises ont été en dehors de l'OTAN. 44 ans. C'est une période que j'ai connue, où nous n'avons pas cessé d'intervenir un peu partout dans le monde. On était encore dans l'alliance, hein, parce que, le l'URSS ne s'était pas encore effondré, et tout s'est bien passé. On avait une vision, nationale, une vision, de la France souveraine. Et là, évidemment, on a perdu, avec l'Union européenne, qui, je le répète, n'est que le relais des États-Unis, on a perdu une grande part de notre souveraineté. Heu, on applique des lois qui, ne sont pas les nôtres, on applique des traités qui s'imposent à notre constitution comme, donc il y a des tas de contraintes qui, en cas de je ne pense pas que les États-Unis s'effondrent, mais en cas de revirement majeur de leur politique extérieure et en revanche, là, peut-être de dislocation du système européen tel qu'il existe aujourd'hui, ces contraintes sauteront ou seront amenées
à disparaître. Alors, évidemment, il faut prévoir ça. Évidemment, il faut prévoir cette évolution. Vous savez, les BRICS, progressivement, se dispensent du dollar, se dispensent heu, de beaucoup de choses en provenance de l'Occident, tout en gardant ce qui les intéresse et ce qui évidemment présente des qualités, incontestables. Bon, mais pour ce qui nous concerne, il va falloir prévoir ces changements. Les pays européens ne changeront pas de place, hein. Ce sont nos voisins depuis depuis toujours. Donc il va falloir imaginer des coopérations qui, se substitueront à ces impositions de règles, de lois, de contraintes, de normes, heu, qui, heu heu, qui viennent d'ailleurs. Donc il faut prévoir des coopérations. Bon, ça et elles se feront. Il va falloir également, prévoir et ça c'est pas très compliqué, une monnaie nationale. Vous savez, nous on vit avec, une monnaie qui est une, monnaie unique, mais, qui n'est pas commune. Ce que je veux dire, c'est que, les l'Allemagne a peut-être, dans l'euro, une sorte de marque de substitution et peut, en tirer avantage. Mais nous, si on a le marque comme monnaie, monnaie nationale, c'est une monnaie qui est trop chère pour nous. Vous savez, si on du jour au lendemain, on revenait à des monnaies nationales, le marque serait surévalué de 30 et nous, le franc serait largement, abaissé, ce qui nous permettrait de relancer nos exportations, notre économie. Donc, il va falloir faire ça aussi, hein. Il va falloir se préparer à ces changements fondamentaux. Alors quand vous me demandez s'il y a des plans B, on est un certain nombre à réfléchir à tout ça, hein. Parce que ça nous paraît inévitable. C'est l'évolution du monde, hein, et on voit bien qu'il y a des chemins tracés, hein, qui remontent, qui remontent à loin, qui remontent au début, et qui maintenant, vont dans une direction et cette direction, il faut l'accepter, il faut la prendre, hein. Donc, pas de plan B probablement, mais, Mais des adaptations nécessaires. des adaptations nécessaires. Enfin des adaptations, et parfois des révolutions. Vous savez, quand on est passé du franc à l'euro, ça a été une révolution. Mmh. Là, on va faire la même chose. Alors que l'on ne me dise pas que c'est impossible. Combien de pays, au moment des indépendances, ont créé une monnaie nationale? Combien, nous-mêmes d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, on a Après la fin de l'URSS, si vous voulez, c'est un processus courant. et c'est un mais voilà, vous le dites fort justement, hein, c'est un processus courant. Donc ça ne présente pas, Vous voulez, c'est personne il y a eu quoi? Il y a eu, une trentaine au moins d'unions monétaires qui se sont dissoutes au XXe siècle. Si vous voulez, ça n'a jamais tué personne. Enfin, à un moment, faut le si vous voulez, si vous voulez, comme à la fin, c'est les peuples qui comptent. Enfin, si vous voulez, ça personne ne va mourir. Enfin, le scénario peur, doit, si vous voulez, tout ça, c'est de la croyance millénariste, c'est des pluies de grenouilles. je suis ravi d'entendre ça, hein, parce que c'est exactement, le discours qu'il faut tenir. Il y a aucun risque fondamental, hein. Tout comme, il faudra, évidemment la chute du dollar aussi qui, je le disais tout à l'heure, est quasiment inévitable en tant que monnaie de compte internationale, va entraîner, très vraisemblablement, une protection à l'égard des lois extraterritoriales des États-Unis, hein. Et ça, évidemment, ça contribuera aussi à, au retour des États-Unis à une dimension, j'allais dire, normale. Je ne souhaite Mais pas l'effondrement des États-Unis, bien sûr, hein, mais à un retour à une position de puissance parmi depuis un moyen. voilà. Merci beaucoup, au général. Et Merci à vous. j'espère, à bientôt parce que je crois savoir qu'un deuxième tome arrive, donc et nous vous recevrons avec plaisir à ce moment-là. Je parlerai de l'Europe plus particulièrement. Merci. Voilà, merci de m'avoir reçu.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.